On dit quoi d'un mec qui s'énerve dans la pièce du bas chez lui? Le garage. Oh non. C'est là où tu te trouves ensemble, c'est ça. On a du positif à dire sur le PFL, restez bien jusqu'au bout de l'épisode. À part les changements préannoncés du PFL, on va discuter de ce gros giga banger qui a été officialisé. Jack Della Maddalena affronte Leon Edwards en main event de l'UFC Londres et je kiffe cette annonce. Bordel. Paul Dana a combattu à l'Hexagone, on va un peu parler de lui, son niveau, sa communication et le fait d'être rémunéré chez les amateurs. C'est un sujet qui mérite d'être abordé. Et finalement, on a vu qu'Israël Adesanya tournait avec Robert Whittaker en préparation à Imavov, ce qui prouve une prise au sérieux du combat et un intellect aussi dans la préparation. On va parler de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ordre chronologique. JDM contre Edwards. Première question, est-ce que tu peux prononcer JDM? JDM. Son nom en entier. Jack Della Maddalena. Ben voilà, Voilà, avec l'entraînement, bien. ça rentre, c'est bien. Parce Bon, que- quand t'as vu l'annonce, quelle a été ta réaction? Trop content. Je trouve que c'est un banger. C'est vraiment. Ce que j'aime bien, c'est que je pense que le combat, peut être un combat assez complet, mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de striking. Et je suis assez curieux de voir comment ça va se passer de ce côté-là. Et pour moi, le plus gros doute, c'est quel Edwards on va avoir. C'est plutôt ça, pour moi, le facteur X, l'inconnu. Dans quel sens tu crains une baisse de régime suite à une Non, c'est défaite, absolument pas le une motif. perte de con... C'est la Ouais, c'est ça. partie- Donc la confiance en lui qui aurait été ébranlée suite à sa défaite contre contre Belal Mohamed. c'est Belal Mohamed, c'était pas le seul moment où on a vu que mentalement il y a quelque chose on sait qu'il y a eu le coup légendaire, le high kick contre Ousmane, et qui était après le speech de son père, etc. Mais même quand tu le vois rentrer dans le 5e round, tu te dis pas, ouah, il a la niaque, il va faire une dinguerie. Son high kick passe, c'est très bien, c'est légendaire, c'est pas très bien, c'est exceptionnel. Mais c'est pas que je me suis dit, ouah, j'ai vu par exemple Oliveira le 2.0, pas celui du début, mais celui qui vraiment quand il est en danger, il se bat et il est prêt à quasi mourir sur place, quoi. Donc là, j'ai été assez déçu à plusieurs moments où je sens qu'il peut accélérer, il peut faire certaines choses et que j'ai l'impression qu'il est pas là. C'est plutôt ça, alors qu'il en a la capacité. En fait, c'est comme ça que moi je décrirais la situation. Edwards est quasi sur la totalité de sa carrière, en fait. On sent qu'il est archi compétent, mais il est trop passif par rapport à ce qu'il est capable de livrer. Il est trop dans l'attente. Il est peut-être trop attentiste. Ça peut être un bon mot. Alors quand quelqu'un lui force le combat, il va réagir correctement, sauf contre Belal. Mais il combat peut-être un peu trop dans une chaise confortable. Et c'est assez marrant parce que cette critique peut être faite à son frère aussi, Fabian Edwards, dans son combat contre Johnny Eblen. Tu vois vraiment que d'un point de vue compétence, il peut le mettre à mal, mais il est trop hésitant. Et c'est sur le dernier round, je pense qu'il s'est réveillé et qu'il a réussi à mettre à mal Eblen et il peut s'en mordre les doigts parce que ce dernier round prouve qu'il pouvait battre Johnny Eblen, mais il n'y est pas parvenu. Et je fais la comparaison parce que c'est deux frères, mais ils ont vraiment cette même caractéristique. En termes de compétences pures, c'est exceptionnel. Ça sort du lot. Le striking est incroyable. La défense de lutte est top de chez top. La lutte offensive est vraiment bonne. Mais il y a comme une voiture de course où le pilote aurait toujours un peu son pied sur le frein. Tu sens que ça peut faire mieux, mais qu'il y a un blocage. Et je te rejoins là-dessus. C'est pour ça que je pense, j'ai vu les codes de Paris, JDM est underdog. Et je pense sincèrement que je vais me positionner sur lui parce que je crois que JDM va mettre la pression, va vouloir travailler au boxing range parce que clairement au kicking range, il n'a pas grand-chose à proposer contre Edwards. Il va forcer le combat à Edwards et on a vu la dernière fois que quelqu'un de compétent a forcé le combat à Edwards, c'était Belal et Edwards était un tout petit peu perdu
parce qu'il voulait quelque chose de plus structuré, plus mesuré, moins volumineux, moins intense. Et donc, ouais, je pense sincèrement que Jack Della Maddalena va mettre une clim à Londres. Ouais. Pour cette raison. Ça, je pense exactement pareil. Et pour moi, c'est un peu, c'est un peu pas un antagoniste, mais on va dire que cette qualité qu'on ne retrouve pas chez Edwards, on la retrouve chez Jack Della Maddalena. Ouais. Et c'est ça. Tu souris un peu parce que tu as un peu écorché son nom. Je dis parce que je l'avais entendu juste avant que j'ai pu le répéter, mais là, ça fait déjà trop de temps que je l'avais entendu. Mais non, du coup, ce qui me préoccupe chez à l'inverse de chez Jack, c'est le pote Jack. Voilà, c'est le fameux Jack. Non, c'est ça, c'est que parmi les combattants que je trouvais vraiment exceptionnels d'un point de vue technique, il y avait Edwards. Et je le mettais un peu, pas exactement pareil, mais un peu comme Ilya, ou enfin tu vois, où tu te dis il est extrêmement complet, il est compétent, il est bon. Je suis pas contre le fait qu'il soit mesuré, parce que c'est un peu cette structure qui le permet de gérer les combats et de le faire bien. Mais par contre, quand il est vraiment en difficulté et que vraiment ça pousse, tu sens que le mental lâche un peu. Il est pas super présent, c'est plutôt ça. Et pourquoi je relève ça, c'est particulièrement contre Jack. Je crois que c'est compliqué, parce que je crois que justement en question de dynamique, tu sens que tu l'as vu avec le dernier combat contre Burns. Ah, il est chaud, Jack. Enfin, lui, je sais pas ce qu'il faut faire pour qu'il abandonne, tu vois. Et il te rentre dedans. Il est ultra puissant, et je crois que ça peut être vraiment très compliqué. Surtout s'il y a un moment sur 5 rounds, enfin, tu vois, il suffit d'un moment où tu sens que t'es pas trop dedans, où tu sens que l'autre accélère. C'est plutôt ça qui me fait un petit peu peur. Bon, il y a toujours le fait que c'est un combat exceptionnel. Hein. Voilà, moi, Leon Edwards, je le trouve exceptionnel. Beaucoup le trouvent ennuyeux, mais je parle juste de la partie technique. Pour moi, c'est très très fort. J'entends totalement l'argument de il est ennuyeux. J'entends, parce que statistiquement, voilà, 2,68 frappes qui touchent à la minute avec 53% de précision. Il n'y a pas beaucoup de volume. Il impose pas une grosse intensité. Donc, pouvoir kiffer le jeu de Leon Edwards repose sur ta capacité à apprécier l'aspect propre techniquement. La propreté technique, c'est comme ça que tu vas apprécier le jeu de Leon Edwards. Les jeux sans déchets aussi, on peut vraiment dire il est assez précis, il envoie peu de déchets, il envoie pour toucher, donc cette partie-là est appréciable. Mais clairement, si tu regardes des combattants pour de l'action, de l'engagement, des retournements de situation, bon, à part évidemment son 5e round contre Ousmane et son 5e round contre Ned Diaz dans l'autre sens. Ouais, c'est pas le premier combattant vers lequel tu te diriges. D'ailleurs, je me demande s'il a 0 Fight of the Night dans sa carrière. Il a énormément de combats à l'UFC. Je dirais quoi, on a une quinzaine de combats à l'UFC là, à la louche. Je regarde sur UFC Stats, donc j'ai pas son palmarès UFC. Même pour pas Fight of the Night. Non, il a la performance pour le KO. Il a 2 performances. Sur tous ses combats, il a 2 performances. Il a 0 Fight of the Night. Donc clairement, c'est pas le combattant le plus le plus dans l'action. Il a pas les combats qu'on retient le plus. Preuve en est, il a eu besoin d'une super longue série de victoires avant d'obtenir son title shot. En général, ces combattants-là, Belal, Merab-Dvalishvili, on peut les apprécier quand on a l'aspect technique, mais le fan américain classique va pas spécialement apprécier leur style. De l'autre côté, t'as un Jack Della Maddalena. Alors c'est pas du tout le même niveau d'opposition. Donc je sais qu'on va rebondir dessus en disant ouais, mais bon, tu peux pas comparer les stats de quelqu'un qui est au top depuis super longtemps face à quelqu'un qui est en train de faire son ascension vers le top. Mais la différence est tellement énorme que oui, il faut le souligner. 6,74 frappes qui touchent à la minute avec le même pourcentage de touches, 53%. Donc il envoie 3 fois plus. Jack Della Maddalena a 3 fois plus de volume que Edwards debout. Et en termes de puissance, je pense qu'il est beaucoup plus fort. Hein. Voilà, et donc un Edwards qui est très attentiste. Le problème, comme tu l'as dit, ça a fait son succès, mais il y a une contrepartie à ce style, c'est tu vas jamais prendre des rounds de manière, tu vas jamais prendre une grosse avance sur un round. Donc à chaque minute du round, même si tu domines un peu parce que tu es mieux structuré, tu touches sans te faire toucher, etc., tu prends tellement peu d'avance que sur les 30 dernières secondes, ça peut se retourner contre toi s'il y a une grosse action de ton adversaire. Et quand tu es à haut niveau comme ça face à un autre très très bon striker, ça peut se payer cher. Alors j'entends, pour moi en fait les cotes devraient être inversées. J'ai l'impression que j'ai vite fait vu les cotes. On est à 55-45 Edwards. Selon moi, ça devrait être l'inverse. Selon moi, on devrait être à 55-45 pour Jack Della Maddalena.
Ouais, je pense. Mais c'est un beau combat. C'est vraiment un beau combat. Et j'aime bien ton analyse parce que c'est exactement ça. L'inquiétude, on doit l'avoir du côté de Edwards sur un peu sa confiance en lui. Et justement, je trouve que c'est le bon matchmaking à faire. C'est le bon matchmaking à faire dans le sens où, tu dois revisiter ton style. Pas ton style. Tu dois revisiter ton approche du MMA pour passer JDM. Et s'il le fait pas, on sait que Edwards, on va devoir le considérer comme le gatekeeper top 5 à partir de son combat d'après. Et s'il passe JDM, ça veut dire qu'il a retravaillé sur son style et qu'on va avoir un genre de V2 qui peut être intéressant pour évidemment une nouvelle course au titre. Mais c'est pour terminer ce sujet, en fait, ce qui m'a le plus inquiété par rapport à ça, c'est que Leon Edwards est, je crois, le combattant qui pour moi a eu le plus la poisse en termes de combat. Je crois qu'il y avait une série de trucs, il y avait le high poke contre le combat contre Belal. Il y avait eu Ned Diaz où il fait une masterclass pendant 4 rounds et à la fin, juste un seul coup, tu te dis bon, tout le monde a oublié ce que Edwards a fait. Et puis il avait eu des combats nuls. Annulation contre Khamzat 2-3 fois. C'est ça. C'était vraiment une série très compliquée. Et donc je peux comprendre que quand tu es dans cette série, psychologiquement c'est compliqué, que tu dis ok, je vais essayer d'assurer les combats, comme ça je continue à avancer. Je comprends. Même si contre Ned Diaz, j'ai été très déçu qu'il n'y ait pas une vraie accélération. En fait, il le maintient un peu à distance. Allez, tu pouvais faire tellement mieux. Enfin, tellement mieux. D'un point de vue technique, c'est vraiment bien. Mais tu pouvais. Moi, je reste persuadé qu'il aurait pu mettre KO Ned Diaz s'il accélérait, qu'il faisait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je sais, c'est Ned Diaz, mais pour moi, il y avait une possibilité, ou en tout cas de rendre ça beaucoup plus spectaculaire. Et s'il l'avait fait, son combat vers le titre aurait été accéléré. Et c'est ça. Je pense aussi, et ça fait partie, comme on l'a dit, ce style-là lui a très bien fonctionné pour lui. Il a une magnifique carrière. On va pas remettre en question sa carrière. Il a une longue série de victoires. Il a eu son title shot. Il l'a gagné. Les gens trouvaient que c'était controversé. Dans le rematch, il a laissé aucun doute contre Kamaru Usman. Puis il a validé encore derrière contre Colby Covington. T'as un champion avec une longue série de victoires avant ton title shot et 2 défenses de titre. C'est une superbe carrière. Donc on va pas être trop critique non plus. Quoi ça? Comment tu disais controversé par rapport à Ousmane? Quelle partie? Bon, c'est pas controversé parce que c'est un KO, mais les gens disaient il était parti vers une défaite et à une minute il retourne la situation. Donc controversé n'est pas le mot, mais contre le cours du combat. Il va s'imposer contre le cours du combat avec un mouvement d'exception. Et ce que je voulais vraiment entendre par là, c'est que dans c'est pas la revanche, en fait, c'était la belle, puisqu'ils avaient combattu il y a très longtemps, c'était 1-1. Dans la belle, il était underdog. Les gens ont dit, c'est un coup de magie qui l'a sorti, magnifique ce qu'il a fait, mais il va pas le refaire une deuxième fois. Et il était parti pour perdre une décision, et il va reperdre une décision. Et moi, j'avais fait l'analyse, j'avais misé gros sur Edwards dans la belle parce que j'avais trouvé que il avait perdu les rounds parce qu'il s'était mal acclimaté. C'était en altitude la revanche, et j'avais dit techniquement, il faisait tout ce qu'il fallait pour défendre contre Ousmane, mais c'est sa fatigue qui faisait que Ousmane arrivait à l'amener au sol. Et j'avais dit que sans problème d'altitude, il allait défendre techniquement bien, avec suffisamment d'énergie et qu'il allait maintenir ce combat debout. Donc, il a fait un super beau run. Mais effectivement, on a plusieurs éléments dans sa carrière où, comme contre Ned Diaz, on sent qu'il peut faire plus. On sent qu'il peut accélérer. Il y a quelque chose qui le bloque. Et le fait qu'il y a un blocage, il n'arrive pas à prendre des 18, il n'arrive pas à finaliser Ned Diaz, et ça aurait pu drastiquement se retourner contre lui dans le 5e round, parce que là aussi, Ned Diaz fait une erreur. Il le touche, il fait le doigt. Et Ned Diaz fait presque une Edwards en quelque sorte. Il le touche et puis il le suit du doigt au lieu d'accélérer. Non, c'est pas il le suit du doigt, il lui fait un doigt d'honneur. Ouais, sur YouTube, je fais comme ça. Il se fout de lui et au lieu d'accélérer, et en fait, il aurait pu. Imagine Ned Diaz le finalise. Là, clairement, la critique aurait été ouverte. Mec, t'avais probablement en accélérant, t'avais l'opportunité de finaliser Ned Diaz. À cause du fait que tu étais trop sur la restreinte, tu l'as pas finalisé et t'as finalisé derrière. Encore une fois, même critique qu'on pouvait faire à Fabian Edwards, son frère contre Eblen. T'es dans la restreinte, et au moment où t'accélères, c'est trop tard, et c'est au moment où t'accélères que tu te rends compte que t'aurais pu faire mieux, et c'est bête. Bref, on a fait le tour. En tout cas, banger de combat. Banger de combat. Une dernière chose, c'est ça que je disais, c'est que ce qui m'a fait le plus peur, c'était ça que j'expliquais, c'est que, à la limite, avant, lorsqu'il devait avoir des combats structurés, parce qu'il était, il y avait pas mal de pression, on va dire plus psychologique, émotionnelle, avec tous les rebondissements qu'il avait eu. Je le comprends tout à fait. Mais à partir du moment, et je m'étais senti rassuré à partir du moment, je m'étais dit, tiens, il est devenu champion, mais dans le 2e combat pour Ousmane, conférence de presse, c'était un autre Edwards qui était sûr de lui, et c'est ça où je te rejoins. J'ai aussi senti pareil. Je me suis dit, pour moi, Edwards gagne cette fois-ci, pour la même raison, mais aussi
que tu as énoncé, mais aussi pour le fait que il y avait un peu ce qu'on entend toujours quand tu es champion. Tu gagnes 20%. Tu gagnes 20%. On l'a entendu assez souvent et je m'étais dit, génial, ces prochains combats, je crois que c'était Colby, tu vas sentir un nouvel Edwards et ça va être trop bien. Et au final, c'était de nouveau le même qu'avant. Et c'est à ce moment-là où j'ai un peu perdu l'espoir. L'espoir que ça puisse être maintenant résolu et qu'on puisse avoir un Leon Edwards sûr de lui 2.0 qui est prêt à accélérer. Et c'est pour ça que contre un gars qui, je sens, va lui rentrer dedans, parce que je crois pas que la stratégie, vous l'analyserez mieux que moi, mais je pense pas que la stratégie qu'il faudrait faire par rapport à Jack, par rapport à Leon, pour Jack, c'est de se battre d'un point de vue technique. Je crois non. Jack, il doit imposer son jeu. Ouais, c'est ça. Il doit rentrer dedans, le mettre sur la défensive. Pour moi, c'est ça qu'il doit faire. Par défaut, je le dis tout le temps, quand tu as des stats où tu as un gars qui a low volume et un autre qui a high volume, la guerre, elle se fait sur qui arrive à mettre son rythme habituel. Si on est sur le rythme de Leon Edwards, le combat, il sera à son avantage. Ça veut dire que Leon Edwards doit essayer de trouver un moyen de ralentir Jack Della Maddalena. Jack Della Maddalena, lui, il doit venir pour envoyer statistiquement 12 frappes à la minute avec 6 qui touchent, grosso modo. C'est ça. Et il doit trouver un moyen de le faire. Et le moyen de le faire, c'est pression, boxing range. Face à un très bon kicker, qui est dangereux à toutes les distances, Leon Edwards. Donc il devra faire gaffe, JDM, mais il doit imposer son rythme. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je kiffe ce combat, c'est qu'on a deux gars extrêmement compétents, sur des volumes complètement différents, sur des distances préférentielles différentes, et ils vont devoir imposer leur distance, leur rythme et leurs compétences. Et donc, on a des très hautes compétences, on a des stratégies qui sont pas du tout les mêmes. Il y a toujours ce petit truc de Leon Edwards peut lutter offensivement, mais JDM a des super scrambles, donc il pourrait y avoir des phases de lutte qui vont être appréciables pour le public. Donc, ce combat est vraiment génialissime. Je l'adore. Je kiffe les matchmakers de l'avoir mis en place parce que je trouve que sens qu'on va le kiffer. Si tu passes Edwards pour Jack Della Maddalena, t'es prétendant pour le titre. Oui, bien sûr. Déjà, s'il n'avait pas eu cette blessure, il aurait été un véritable contender. Je trouve que son run, comparativement à celui de Shafkat, parce que c'est un peu les deux qu'on compare, c'est un 51-49. Je trouve que JDM, c'était légèrement mieux que Shafkat avant son combat contre Ian Gary. Maintenant, évidemment, Shafkat passe devant JDM, mais jusqu'à... Burns, le problème, c'est que ouais, je suis d'accord avec toi, c'était légèrement au-dessus, mais maintenant plus avec Gary. Voilà. Mais Burns, donc ils ont combattu grosso modo des profils similaires, et les derniers profils qu'ils avaient affrontés, c'était Burns pour JDM et Wonderboy, si je dis pas de bêtises, pour Shafkat, tu vois. Et je trouve qu'une victoire contre Burns a plus de valeur On est d'accord. par rapport à leur style, qui plus est. Donc, je trouve que Burns pour JDM était plus complexe que Wonderboy pour Shafkat. Et je pense que les codes de Paris me rejoindront. Bref, prochain sujet, Paul Dena, juste après la pub. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal, Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Paul Dena, on a 3 sujets à aborder selon moi. Son niveau, le fait de rémunérer les amateurs et sa communication. On va commencer par son niveau parce que j'ai vu pas mal de débats. J'ai vu pas mal de gens qui suivent le MMA de loin ou pas de manière assidue, qui se posent la question, tiens, ce combat contre Landouzi, est-ce que c'était du niveau du Cage Warriors? J'ai vu ça comme question. Et moi, je vais te répondre ce que je pense directement. Tu pourras aussi donner ton avis. C'est un très, très, très solide niveau amateur. Ni l'un ni l'autre n'a encore le niveau pro. Les deux sont encore très jeunes. En fait, ce qui se passe, c'est tu m'aurais montré ce combat il y a 5 ans, je t'aurais dit les deux doivent passer pro. Aujourd'hui, le niveau amateur est tellement monté que en termes de compétences, je pense que en termes de compétences techniques, on y est. On y est presque des deux côtés, voire on y est des deux côtés. Il y a un peu de précipitation chez les deux. Et cette précipitation, je le mets vraiment sur le coup de la jeunesse, l'expérience, et il y a peut-être quelques manquements de lucidité qui peuvent se payer très cher en professionnel, d'un côté comme de l'autre. Donc, je pense que les deux sont en phase de passer pro en 2026. Mais aucun des deux ne peut passer pro pour leur prochain combat. On est sur du très haut niveau amateur. Il a dit qu'il devait analyser pour voir s'il passait pro. Il a dit normalement il passera pro. Mais il a dit lui-même. Voir avec son il a dit lui-même. Il a dit
Je trouvais ça intéressant d'ailleurs parce que au final, c'était assez facile après une victoire pareille entre guillemets contre un nom sérieux du circuit amateur. Très belle victoire, hein, ouais, ça on doit le noter, très très belle victoire. Hein. C'est ça, c'est que en plus avec la manière, dans le sens, c'est pas un combat facile, c'est pas que tu dis c'est le combat qu'il a fait juste avant, ça se finit en 6 secondes ou un truc comme ça. Non, il gagne à la décision, un combat difficile, il perd le dernier round, mais il montre du cœur jusqu'au bout. C'est ça. Son adversaire est très bon. Intéressant, quoi. C'est ça que. Ouais, finaliste aux IMMF junior, etc. Donc c'était un combat de très très haut niveau. Moi, quand je le regarde comme ça, et notamment sur le cardio, bêtement sur le cardio, tu vois un Paul Dana qui est fatigué sur un 3x3 professionnel, c'est 3x5. Donc ta transition. Donc à moins de te dire, ok, je passe pro, mais mon combat pro, c'est en octobre. Pour moi, il ferait mieux d'encore prendre quelques combats d'expérience, honnêtement. Il l'a dit, donc c'est ça que je disais, c'est qu'en fait, en sortant, il y a eu une petite interview où il dit qu'il n'a pas la certitude de passer pro, qu'ils veulent, et je trouve ça très mature de dire, d'abord analyser avec son équipe le combat qu'il vient de faire pour voir les recommandations. Donc, il a une très bonne équipe. On avait été sur place. Jenny Frachet, US Metro, ouais. Frachet, US Metro, avec, je trouve, beaucoup de talent, surtout même dans des catégories plus légères. Je trouve vraiment que c'est assez complet. Et donc, je pense qu'il fait une bonne progression. Vraiment, je suis d'accord avec toi que, enfin, je pouvais pas assez bien juger. T'as beaucoup plus d'expérience que moi là-dedans. Enfin, tu regardes Balke Gérard de manière beaucoup plus assiduquement. Donc du coup, c'est compliqué pour moi de juger la différence entre les deux niveaux et si vraiment c'était compliqué, et si est-ce que par exemple tu peux faire un top 15 ou si c'est vraiment hors classement. Enfin voilà, c'est compliqué pour moi. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je trouve ça déjà bien d'avoir vu qu'il puisse de faire un combat pareil avec une pression pareille, avec le public, les attentes. Ça montre quand même quelque chose qui c'est pas donné à tous les pros non plus. Maintenant, pour le niveau technique, bah je te suis. Si tu dis que c'est ça, je le crois. En fait, il y a beaucoup de positifs. Hein. Clairement, la capacité à gérer cette pression et à livrer une performance comme ça, avec la pression qui se met sur les épaules et le fait d'être dans une organisation pro avec beaucoup de monde sur une grosse carte, si haut dans la carte, en live sur RMC, tout ce qui va avec. Je pense que les deux ont livré une belle prestation parce qu'au final, on parle de Paul Dana, mais quand tu affrontes Paul Dana, tu prends un peu sa pression aussi, tu prends sa visibilité, t'es l'adversaire de Paul Dana, donc tu dois être capable de gérer ça. Et c'était quoi? C'était 20 ans contre 22 ans ce combat, donc c'est énorme ce qu'ils ont fait. Franchement, la prestation qu'ils ont livrée avec tout le contexte, et d'un point de vue, comme je te dis, d'un point de vue technique, d'un point de vue compétence, le niveau pro, il est là. Il a quel âge, Dana, tu sais? Je pense que Dana a 22 et Landouzi a 20. Mais quand tu regardes, c'est quand même impressionnant ce qu'a fait Baki aussi, parce qu'il a le même âge que Baki alors. Mec, si tu veux parler de ça, il y a Baki, Saladin Parnasse, c'était déjà au KSW à 21 ans, je pense, par exemple. Non, mais je veux dire la pression en France contre Doumbé. Ah, tu veux dire par rapport à Doumbé, ouais. C'est un truc de fou là. La maturité de Baki est quand même exceptionnelle. Oui. On en avait parlé, c'est absolument, c'est dingue. Et donc moi, le seul truc que je regarde pour les amateurs qui vont passer pro, d'un côté tu as les compétences techniques et ça pour moi c'est checkbox dans les deux cas. Il y a vraiment la gestion du combat dans l'ensemble. C'est vraiment la gestion des moments, la capacité à structurer un combat, à être un peu plus posé. Et je trouve que d'un côté comme de l'autre, il y avait un genre de précipitation qui devrait pas se voir en pro. En pro, t'es vraiment dans un truc où les deux, il y a des brawlers, il y a des gars qui sont dans le grind, qui sont dans l'hyperactivité, mais eux, ils ont tous les deux un style un peu plus, on est capable de faire de la bagarre, mais on est plus dans des combats où on va faire parler de notre technique. Et pour ça, j'ai besoin de voir quelqu'un qui est capable de poser le jeu, de contrôler la direction du combat. Et je pense qu'il leur manque à tous les deux 2-3 combats. On n'est pas loin, même peut-être 1-2. On est vraiment, vraiment pas loin. Il manque encore 1 ou 2 combats pour se prouver qu'il y a cette lucidité. Mais c'est eux qui doivent le savoir. Mais je trouve que ça se ressentait en dehors de la cage. C'est vraiment comment je me sens dans le combat. Est-ce que j'ai accès à ma réflexion pendant le combat? Est-ce que j'ai accès à prendre les bonnes décisions moi-même? Et je pense que si tu fais une interview des deux, ils vont te dire il y a ce moment-là où je me suis un peu précipité. Là, j'ai perdu une position parce que j'ai voulu sauter là-dessus et j'aurais mieux fait de me poser. Et ça, c'est la petite distinction entre amateur et pro. Alors, j'ai tout de même nuancé. S'il passe pro, je vais pas dire c'est absurde ni quoi que ce soit. S'il passe pro maintenant, c'est pas du tout absurde, mais ça demandera un management plus regardant.
Tu vas devoir vraiment sélectionner tes premiers combats et tu vas pas pouvoir avoir la même activité que Patrick Abirora l'année passée, par exemple. Patrick Abirora, il est passé pro au moment où il avait vraiment le niveau de passer pro et du coup, il a pu enchaîner 5 combats sur un an parce qu'il avait déjà le niveau d'un 3-0 quand il était 0-0 professionnel. Ici, s'il passe pro maintenant, pour moi, il faudrait plutôt avoir un combat tous les 6 mois et poser une carrière avec vraiment un management où tu prends des combats dans lesquels tu es favorable. S'ils font encore 2 combats amateurs chacun et qu'on continue à avoir cette progression et cette lucidité d'un jeu plus posé dans la cage, là, ils peuvent suivre un peu les traces de Patrick Abirora qui doit être une inspiration pour tous les amateurs aujourd'hui. Moi, il y avait un truc aussi qu'on n'a pas encore relevé qui m'a plu. C'est le fait que je me demandais, en ayant suivi les championnats du monde amateur, je m'étais posé la question, comment est-ce qu'il allait rebondir après avoir perdu de cette manière contre Vidal? Parce que psychologiquement, tu as beaucoup de gens qui suivent, qui regardent, qui veulent voir ce qui va se passer. Tu perds et de cette manière-là, c'est pas facile à revenir. On le sait, il y en a où tu vois, tu as une confiance énorme en toi et puis à partir d'un moment, tu vois que pas seulement tu perds, mais tu pars de cette manière-là et devant autant de personnes, c'est pas facile. Et là, ça m'a rassuré de le voir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais parti à l'US Métro, je l'avais rencontré brièvement. Et on lui avait d'ailleurs proposé de voir s'il voulait faire une interview, mais à l'époque, à ce moment-là, il s'était blessé, il avait dû aller à l'hôpital juste après, donc pas de chance. Mais sparring qui s'est mal passé. Ouais. C'est ça, sparring qui s'est mal passé. Et du coup, on voyait, on le voit de temps en temps à travers les vidéos, mais là maintenant, quand tu le vois aux entraînements, etc., tu vois que c'est quelqu'un qui est motivé, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire le maximum pour arriver à des résultats concluants et pas seulement dire bon ben voilà, j'ai fait quelques combats, je suis quelqu'un de connu, voilà, je me repose là-dessus. Ça va amorcer ce qui suit des sujets, mais en fait, j'allais dire, tu fais une excellente transition parce que donc il y a la page Maître Fumier qui a lancé un débat. Enfin, ils ont pas vraiment lancé un débat, mais ils ont pris position par rapport à la communication de Paul Dena et respectueusement, je suis pas d'accord avec leur position. Enfin, pas entièrement d'accord avec leur position pour nuancer. Et je trouve justement que c'est un débat qui est très intéressant à être lancé sur cette différence d'opinion. Donc, je vais d'abord te donner ce que eux ont rédigé sur Paul Dena, et puis on va partir un peu sur le débat. Donc, eux, ils trouvent que sa communication et son image ne sont pas bonnes. En gros, de ce qu'on comprend, ils sont contre donc, en commentaire, on va probablement un peu nuancer ce que je dis, mais de ce que j'ai compris, c'est ils sont contre le fait qu'il fasse des gros documentaires sur lui-même, sur sa propre chaîne, parce qu'ils voient ça comme une pression qu'il se met sur ses propres épaules. Ça peut provoquer sa future chute. Et si on lit entre les lignes, le vrai reproche serait un genre de manque d'humilité. Donc le fait d'être autant suivi lui monte à la tête et il pense qu'il est plus haut que ce qu'il est réellement. Il se fait passer pour quelqu'un de plus fort que son véritable niveau. Donc, je vais d'abord te laisser répondre ce que tu penses, ton opinion là-dessus. Je trouve que le débat est intéressant. Il y a des points intéressants. Il y a vraiment des points intéressants à soulever de ce débat. Donc, je vais d'abord prendre ton opinion et puis je vais peut-être jouer à l'avocat du diable, ce genre de choses. Ouais, je suis pas d'accord. Respectueusement, c'est pas du tout pour faire une critique, mais voilà, si on me demande mon avis, je suis pas d'accord parce que je te le demande à toi parce que je sais que tu apprécies énormément la communication de Paul Dena. J'aurais peut-être dû le préciser, en fait, mais donc c'est bien parce qu'on a vraiment deux opinions opposées à débattre. Fait, c'est ça, c'est que c'est pas que je l'apprécie dans le sens que il faut, c'est le modèle à prendre, etc. Mais je la trouve extrêmement intéressante parce que c'est avoir cette visibilité en amateur. Waouh, c'est déjà très très cool. Ouais. Je crois que, en tout cas, en France, oui, parce que j'imagine que Masvidal, à l'époque, était très connu quand il faisait des combats de rue, etc. Donc, je me dis que. Ouais, mais c'est une autre époque. Donc, je sais pas si on peut comparer à ce moment-là, tu vois. Non, mais je veux dire, il était déjà populaire sur plusieurs sites. Voilà, c'était pas Instagram, c'est sûr et certain. Mais voilà, il était déjà très populaire avant de rentrer en pro. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on l'avait déjà analysé une fois. Je pense qu'il y a vraiment très longtemps, on avait fait une vidéo sur le stress. Et en fait, on voit qu'il y a certaines personnes qui ne gèrent pas bien le stress et qui essayent de l'éviter. Et par exemple, est-ce qu'il faut que leur famille soit présente ou pas? Est-ce qu'ils veulent parler à la presse ou pas? Enfin, voilà, il y en a qui se sentent
pas à l'aise avec tout ça. Et il y en a d'autres, comme par exemple McGregor, qui se mettent une pression volontaire pour être motivés. C'est-à-dire, il faut pas que la pression soit trop haute, parce que sinon, voilà, c'est trop et on succombe. Mais par contre, si elle est suffisamment haute pour faire un petit peu peur, pas trop peur, un petit peu peur, ça motive beaucoup plus lors des entraînements parce que tu dis, j'ai pas envie de passer pour un con. Merde, désolé pour YouTube. On la monétise pas de toute façon. Ok, ça. Merci à nos sponsors pour ça d'ailleurs. Du coup, je vais tout lâcher. Non, non, calme-toi. Donc, du coup, t'as peur de passer publiquement pour un con. Tu te dis, voilà, j'ai mis tout ça en place. Bah, c'est un peu la stratégie de Doumbé aussi au final. C'est que j'allais prendre l'exemple. Et pour moi, c'est une pression qui est bonne pour les personnes qui se la mettent de manière volontaire. Je crois que Paul peut très facilement jauger le niveau de pression qu'il arriverait à subir et le risque qu'il est prêt à prendre, parce que qui dit risque dit grosse récompense aussi. S'il se met s'il fait des documentaires sur lui, etc., et qu'après il se plante, bah, tu prends cher. J'en parle même pas de Doumbé, ce qu'il aurait pris si, en fait, ce qu'il a pris après. Mais le truc, c'est justement, Paul Dana, suite à sa défaite contre Vidal, il n'a pas eu peur de s'exprimer par rapport à ça. Et c'est ça la force de sa communication, c'est que t'en as déjà parlé, la base de sa communication, c'est je suis monsieur, madame, tout le monde, et j'ai un objectif exceptionnel. Et venez me suivre dans mon parcours vers cet objectif en partant de zéro. Je suis une personne comme toi, quoi. C'est ça, c'est exactement ça que j'allais dire par rapport à l'humilité. Enfin, le deuxième point. Donc, sur le premier point, je suis pas d'accord parce que je pense que faire des généralités comme ça, c'est compliqué parce que chaque individu est différent. Donc, pour moi, Paul Dana a une personnalité qui lui est propre et qui, je pense, a besoin de se mettre certaines contraintes pour pouvoir travailler plus dur à l'entraînement et être plus performant à certains niveaux. Et donc attends, on va prendre step by step. Donc sur le premier point, en fait c'est ça le truc, c'est on peut pas faire de généralité. Je comprends la mise en garde. Si en fait tu fais une mise en garde en disant ce que Paul Dana fait ne convient pas à tout le monde, c'est un bon point, c'est un bon élément, parce qu'il y a d'autres personnes il y a d'autres jeunes qui vont potentiellement vouloir suivre les pas de Paul Dana, mais c'est pas adapté à leur profil. Ça peut être très difficile, ça peut même être dangereux pour eux. Donc ça, je l'entends complètement. Mais par contre, quand tu vois les portes que sa communication lui ouvre en termes d'opportunités, bah, tu as envie de dire, si vous avez le même profil que Paul Dana, bah, inspirez-vous de lui, parce que vous allez atteindre vos objectifs plus facilement, ou vous allez exploser vos objectifs, ou vous allez gagner plus d'argent en allant chercher vos objectifs. Et donc, il peut y avoir du positif. Encore une fois, c'est selon ton profil, donc il faut apporter un peu de nuance à ça. C'est pour ça que le débat est intéressant, parce qu'on a deux extrêmes, et en fait, je pense que c'est dans le gris qu'on va trouver les vraies réponses. Et au final, c'est un outil extrêmement important. On le sait, la communication, et qui peut avoir des avantages et des inconvénients. On le voit, il y a des gens qui ont des très bonnes performances et qui sont presque jamais présents. Mansour Barnaoui, etc. Enfin, il y en a plein. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de ça. Et pour moi, Paul rentre dans cette catégorie. Pour moi, Paul arrive à accélérer sa carrière. Voilà, s'il y a tu l'as dit, il y a la rémunération, il y a RMC, il y a plein de choses qui font qu'il a de la visibilité, des sponsors probablement qu'il aura peut-être des portes qui s'ouvriront plus facilement dans non pas probablement, très certainement des portes qui s'ouvriront plus facilement d'un point de vue professionnel parce qu'il a déjà toutes ces communautés et qu'il a déjà eu tout ça. Alors que ces résultats, probablement qu'il y en a d'autres qui ont eu des meilleurs résultats et qui n'ont pas eu ces portes qui se sont ouvertes de cette manière-là. Donc, comme on le dit tout le temps depuis, désolé, je te coupe, comme on le dit tout le temps depuis la création de Fight Minds, il faut les deux, mais si tu fais pas de communication, ton chemin sportif sera plus long. Leon Edwards, Benil Dariush, Merab Vali, enfin peut-être pas Vali Julie, mais Belal, etc., etc. Si tu fais de la communication, mais que t'as pas de résultat, à un moment tu seras plus suivi. Donc les deux vont ensemble et c'est toi qui décides des curseurs. Et on a vu un Morgan Charrière qui a fait énormément de communication avec des résultats sportifs qui étaient en dents de scie. Et finalement, il y a plein de gars comme Morgan Charrière qui n'ont pas signé à l'UFC. Mais grâce à sa communication, il a signé à l'UFC. Et dès qu'il a signé à l'UFC, sa communication a diminué pour se concentrer sur le sportif. Et maintenant, il nous fait une très belle carrière sportive. Et peut-être qu'à un moment, il va essayer de jongler avec les deux. Mais donc, c'est toujours une question de curseur, je trouve. Et là, Paul Dana, désolé, je te coupe et en plus je fais un super long monologue. Ce que je trouve intéressant chez lui, c'est que autant sa communication lui ouvre des portes et des opportunités exceptionnelles,
autant il brûle pas les étapes pour l'instant. Il est encore en amateur. Tu l'as dit, il est encore en train de se poser la question s'il va passer le cap de passer pro maintenant après cette victoire ou pas. Et là, le point le plus important, c'est l'entourage. C'est ça. Ça, pour moi, c'est clé, c'est critique. Si tu fais une communication comme Paul Dena, il y a des escrocs qui vont venir près de toi, qui vont essayer de tchic-tchac, blabla. Ton entourage. Tu t'entoures bien de gens bienveillantes et a priori, tout va bien se passer. Enfin, tout va bien se passer. Et c'est ça que j'allais dire, c'est que au final, il y a personne qui connaît mieux le niveau de Paul que Johnny. Donc et il a une expérience, c'est un des meilleurs entraîneurs de France, d'Europe. Il a une expérience incroyable. Je pense que une bienveillance aussi. Bienveillant, voilà. Donc je pense que c'est difficile pour nous de juger avec au final aussi peu d'informations, parce qu'on l'a dit, il y a eu ce combat-ci, mais le combat d'avant, ça n'a pas duré très longtemps. Et son niveau je trouve qu'il y a une nette progression par rapport à avant. Donc il prend le sport au sérieux. Ça, il prend le sport vraiment au sérieux. Donc c'est ça que j'allais dire, c'est que au final, peut-être que nous on pense que c'était une bonne performance par rapport à avant, mais peut-être que Johnny sait de quoi il est capable et qu'il dit non, attends, on doit encore retravailler telle partie. Peut-être qu'il va lui refaire encore un combat. On n'en sait rien. Donc pour moi, pour conclure sur cette partie, sur la première partie du message, je suis pas d'accord parce que je pense que ça lui correspond bien. La deuxième partie sur l'arrogance, je vais faire une réponse un peu similaire, mais pas tout à fait. J'ai pas senti une arrogance démesurée. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'on dise qu'il y a de l'arrogance, mais c'est plus un facteur culturel. On l'a déjà entendu plein de fois. En France, c'est compliqué de se vendre parce qu'il y a une certaine culture et mentalité qui est pas la même qu'une américaine, qui est pas la même enfin, au Japon, c'est encore moins. On doit vraiment se mettre encore moins qu'en France. On peut pas dire qu'on fait des bons résultats, etc. Donc vraiment, il y a un aspect culturel. Et pour moi, ici, je trouve que il doit se vendre pour se mettre cette pression et dire voilà, je vais faire ça, etc. Mais par contre, quand il perd, il prend ses responsabilités. Il met pas ça sur les autres personnes. Il est sorti je trouve très humble à plein de moments, etc. On dit on va continuer à travailler. J'étais pas satisfait de cette partie-là. Je dois encore faire ça, etc. Et c'est pas du tout le truc de je suis le meilleur, je vais plier tout le monde, etc. Qui parfois aide de nouveau pour se mettre cette pression, pour faire grimper la hype, etc. Mais je le sens pas tellement chez lui. Je peux comprendre qu'à certains moments, on puisse se dire bon bah là. Il s'y croit, je sais pas si on dit ça en France aussi, mais on dit ça en France. Ouais. Il s'y croit, donc. Mais je pense que tu ne peux pas réussir dans ce sport si tu y crois pas profondément. C'est que c'est compliqué de te dire que tu vas devoir faire tous ces sacrifices si tu dis pas j'ai la possibilité d'être au top du top. Et s'il te le dit pas, alors il y a un problème, c'est que tu vas dire bon bah c'est se dire que tu es capable, mais que tu dois beaucoup travailler pour le faire. Et c'est ce que je pense qu'il fait, c'est qu'il se dit ok, je veux être là, je veux des rêves, j'ai envie de me battre. Il a pris encore au micro, etc. Vous allez voir, je vais faire tout ça. Bah moi, ça me motive, c'est que je me dis ok, le gars a confiance en son potentiel et il sait aussi qu'il doit travailler les erreurs qu'il fait. Donc moi en tout cas, j'ai pas senti qu'il y a des vidéos que j'ai pas vues, c'est probable aussi, mais j'ai pas senti une arrogance, j'ai plus senti une confiance en lui et très déterminée qui peut sembler être de l'arrogance. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, la ligne est toujours très fine entre confiance en soi et interprétation comme étant trop arrogant. La ligne est vraiment fine et cette critique a déjà été faite à de nombreux combattants et de nombreux combattants ont déjà répondu en disant il faut pas confondre de l'arrogance et de la confiance en soi. Et la confiance en soi est absolument nécessaire. On pourrait faire aussi un podcast sur l'ego, la place de l'ego dans le sport ou dans la réussite. C'est nécessaire, mais c'est une question de dosage, on va dire. Encore une fois, ici, si on doit nuancer, je pense qu'effectivement, on peut avoir ce genre de crainte, surtout chez des jeunes. Encore une fois, je pense pas que ce soit le cas de Paul Dena, mais si on veut parler de Paul Dena aux gens qui s'inspirent de lui, il faut vraiment être capable de distinguer, ok, avoir des followers et avoir un niveau MMA sont deux choses à part. Tu peux avoir les deux, très élevés, mais tu dois faire la distinction et tu peux pas te laisser sentir pousser des ailes parce que tu as beaucoup de followers pour ta carrière MMA alors que les résultats ne suivent pas. Donc, je pense que c'est ça la nuance qu'il faut apporter. Mais encore une fois, ici, Paul Dena, il était sûr de lui, il est rentré dans la cage sûr de lui, il a offert une très belle prestation.
a posteriori, il avait raison d'être sûr de lui parce qu'il a montré qu'il était capable de battre Alan Landouzi avec la manière, sans controverse. Donc encore une fois, ouais, sa communication pouvait peut-être passer comme un manque d'humilité, mais au final, aujourd'hui, on est forcé de constater que en anglais, ils disent c'était quoi? Walk the talk, walk the walk and talk the talk. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en gros, il a mis ses points là où sa bouche était, quoi, grosso modo. Mais imaginons, c'était ça que je trouvais très intéressant dans la communication de Paul Dana, et c'est ça que j'aime beaucoup là-dedans. C'est pas la forme, c'est le fond. C'est-à-dire, c'est ce que tu as dit, c'est un narratif, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un narratif de je suis monsieur, madame tout le monde, et j'ai des objectifs qui sont exceptionnels. Suivez-moi dans cette... Pardon? C'est monsieur tout le monde, c'est pas oui, non, mais madame. Dans le sens que... je sais, je t'ennuie. Non, c'est ce que je voulais dire par là, c'est un narratif qui est très intéressant parce que tout le monde peut s'identifier à lui. On peut se dire, ah, t'imagines si ça avait été moi, si je m'étais entraîné comme ça, peut-être que j'aurais pu faire la même chose que lui. Tiens, où est la difficulté? Quels ont été les moments compliqués? Et clairement, ça m'est arrivé à moi. Quand je regarde, je me dis, ah, tu sais, j'aurais adoré découvrir le sport beaucoup plus tôt et j'aurais voulu, plutôt que de faire le sport que je faisais moi, faire celui-là pour voir où ça aurait pu mener. Juste par curiosité, tu vois. Et donc, quand tu le suis, tu t'identifies un petit peu à lui. Pas sur la personnalité, mais voilà. Donc, ce narratif, il y a énormément de livres qui ont un narratif de il arrive quelque chose d'exceptionnel à quelqu'un de lambda. Harry Potter, c'est comme ça. Skywalker, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est la plupart des films d'espions. Les films d'espions, c'est souvent ça maintenant. T'as quelqu'un de lambda, il se fait recruter par les services secrets et puis il fait quelque chose d'exceptionnel et. C'est ça. Sauf que là, du coup, il y a cette notion qui me plaît encore plus, c'est que c'est une notion volontaire. C'est volontairement, il se met dans une situation complexe. Et donc ça, c'est encore mieux. C'est pas ça me tomber dessus. Et donc, le souci avec ça, c'est qu'il y a une contradiction entre la communication et l'aspect sportif. Comme je l'ai dit, je suis convaincu que tu dois penser que tu peux faire quelque chose d'exceptionnel et que tu as les capacités tu as en toi les capacités pour pouvoir le faire. Et donc, a fortiori, tu penses que tu es exceptionnel. Et donc, tu n'es plus monsieur et madame tout le monde. Et donc, il y a un petit peu ce décalage entre je suis comme toi, mais alors ça veut dire je suis n'importe qui, et je suis pas n'importe qui parce que je pourrais être là. Donc, c'est un peu... c'est une dichotomie. Ouais, mais en fait, c'est juste que dans le parcours, à un moment, tu fais la transition. Je suis parti comme étant quelqu'un de lambda, et j'ai un objectif d'exceptionnel. Mais donc, au moment où je me rapproche de mon objectif, je suis en phase de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Ce qui est très important, c'est de se rappeler la genèse du projet. Je suis parti de nulle part, et donc je dois continuer à respecter tout le monde. C'est ça. Je dois respecter tout le monde sur mon trajet, mais s'il y a quelqu'un qui veut suivre mon parcours, je dois lui donner du temps et je dois lui donner de la force parce que j'étais comme lui à la base. Et le but, c'est d'être inspirant. Je pense pour Paul Dana, le but à un moment, c'est quand tu as ce narratif-là, c'est d'être inspirant. En fait, donc effectivement, il y a une grosse responsabilité, il y a une grosse pression, mais il gère bien. Tout est progressif quand même. Aujourd'hui, il a une grosse base de followers. Je trouve que ça peut être trop rapide là jusqu'à présent. Ouais, c'est vraiment c'est stable et il a le temps de s'habituer à chaque étape de sa notoriété. Et chaque étape de sa notoriété monte avec son niveau, parce que comme on l'a souligné déjà 3-4 fois ici, il progresse. Il progresse, il fait pas que de la communication, il fait de la communication et du MMA, et son niveau progresse. Et honnêtement, c'est le bon ambassadeur de ce narratif. Ouais, je trouve. Je finirai là-dessus. En plus, il a vraiment des qualités qui sont très bonnes pour ce narratif. La détermination, c'est que tu vois qu'il fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir le faire. C'est juste pas possible si t'as pas cet aspect-là dans ta personnalité. Et deuxième, t'as de l'optimisme. L'optimisme, il y a quand même cette partie qui dit, voilà, je pense que ça va aller mieux, blablabla, etc. Et donc, ça fait que t'as envie de le suivre. Vraiment, ça fait que tu te dis, OK, j'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller parce que il y croit. Je suis optimiste, je pense que donc t'as envie de suivre. Si tu dis, bon, moi, je sais pas, je crois que ça va pas le faire, tu dis, bon, OK, ça va, je mets plus trop d'intérêt dans sa carrière. Donc, moi, c'est ces éléments-là qui font que je trouve que Paul Dana est vraiment très bon dans ce type de communication. Voilà. Donc moi, c'est ça que je pense. On a fait une bonne conclusion et je pense, franchement, je trouve que le débat était important parce qu'il y avait
il y a des positions à prendre et puis il y a beaucoup de nuances à apporter. Et autant j'entends certains arguments en disant ouais, c'est pas bien, etc. Mais en fait, c'est juste pas bien pour tout le monde. Pour certaines personnes, ça va être bien, pour d'autres personnes, ça va pas être bien. Et la façon d'interpréter cette situation, c'est plus laissez-vous inspirer par ce qu'il est en train de faire, parce que ce qu'il fait, c'est pas mal, c'est inspirant. Bref, j'ai presque vidé, mais on va se retrouver après s'être hydraté. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oco Europe. Oco produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oco traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oco Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Whittaker, Adesanya, les nouveaux meilleurs amis, ils ont fait une référence à un film super drôle avec Will Ferrell. Did we just become best friends? Du film Step Brothers. Je kiffe ce film, c'est trop drôle. Ils ont fait la référence et j'ai trouvé ça marrant. Et donc, par contre, maintenant sur le plan plus sérieux, on a vu un Adesanya s'entraîner avec Whittaker et honnêtement, s'il y a bien un sparring partner à prendre pour te préparer à Imavov, je crois que Whittaker est vraiment le meilleur. Le meilleur parce que il a le niveau. C'est un ancien double challenger au titre, ancien champion en fait, tout simplement. Il est toujours légitime, il est toujours, c'est quoi le mot qu'on cherche tout le temps, relevant, pertinent, et il a un style assez, on va pas le comparer à 100%, il y en a un, enfin Imavov c'est plus style boxe soviétique et l'autre c'est plus karaté, mais dans l'approche linéaire, in and out, explosif à très haut niveau, ben tu vas pas trouver mieux pour émuler le style de Imavov que je rajouterais l'intelligence de Whittaker. Pour moi, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est extrêmement bon pour analyser. Il arrive je crois qu'à répliquer pas mal de styles, même s'il a son propre style à lui, je crois qu'il arriverait à faire quelque chose. Je crois qu'au niveau des dimensions, c'est juste un petit peu plus compliqué. D'un point de vue physique, c'est cette partie-là où la morphologie est pas du tout la même, mais je pense que comment expliquer? La morphologie joue pas tant que ça. Quand tu cherches quelqu'un qui travaille beaucoup sur des in and out, la vitesse, très bon jab, très bon direct, très linéaire comme ça, au final, ouais, tu sais qu'il y a quelques centimètres de différence entre les deux, et c'est surtout sur ta façon de réagir par rapport au style qui va faire que tu vas progresser vers une bonne stratégie pour le combat. Et donc, je pense pas que les centimètres d'écart qu'il y a entre Nassourdine et Whittaker soient si essentiels que ça dans la préparation. Ouais. Tout ça pour dire, il y avait peut-être un petit doute chez plusieurs personnes, Brian et moi y compris, quand on a fait notre vidéo ressenti sur ce combat, c'est la motivation d'Israël Adesanya. Il a déjà eu la ceinture plusieurs fois, il a perdu quand même, contre des gros noms, mais contre plusieurs noms différents de la division qui sont encore actifs. Et donc on se posait vraiment la question de est-ce qu'il a encore cette motivation de refaire un run vers le sommet, et ça pouvait être un facteur X dans ce combat. La réalité, c'est quand je vois ça, et quand je vois quelques séquences d'entraînement, j'ai vraiment l'impression qu'il prend le combat très au sérieux, et je pense que c'est valorisant pour Imavov, parce qu'en fait, il n'y aura pas d'excuse. Si Imavov gagne contre Adesanya, il va pas gagner contre l'ombre d'Adesanya. Il aura gagné contre Adesanya bien préparé, qui aura pris le combat au sérieux, chez lui, donc aussi avec les décalages d'horaire et tout à son avantage. Donc, je trouve ça très positif, parce que là, une victoire de Imavov contre ce Adesanya, c'est direct un gros argument pour le titre derrière. Ouais, c'est un peu compliqué en fait, parce que dans ce genre de situation où tu as quelqu'un qui est en déclin, quand c'est le début du déclin, si tu es le nouveau clou qui met un truc au cercueil, alors on considère déjà qu'il est dans le cercueil. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Alors, pour moi, il n'y a pas encore d'indicateur que Adesanya est en déclin. Il n'y a pas de série de défaites chez lui. On n'oublie pas que chaque fois, c'est en dents de scie. Sa dernière défaite, c'est contre Dricus du Plessis, qui est champion.
avant ça, il a gagné ses combats pour pouvoir récupérer ce title shot. Attends, j'ai une bêtise. Entre Strickland et Dricus, il a fait quelque chose? Attends, contre qu'est-ce qu'il avait combattu? Je sais qu'il. Oh là là, mémoire qui pose défaut, ça va pas ça. Israël, Adesanya, Tapologie. Je suis en train de dire je crois qu'il est revenu après une pause après avoir perdu contre Strickland. Non, il est sur une série de défaites, effectivement. Ouais, donc, effectivement. C'est ça en fait. Le problème qu'on pourrait attribuer, c'est que Imavov, s'il gagne, c'est le 3e à battre Israël Adesanya de manière consécutive. Et si tu isoles depuis sa première défaite contre Alex Pereira, il serait à 1-4 sur ses 5 dernières sorties. Et donc quand tu regardes ça comme ça, tu dis ouais, ok, les victoires ont plus trop de sens. Vas-y. Moi, quand je regarde le combat contre Alex Pereira, pour moi, c'est juste une erreur d'Alex Pereira de se précipiter. Mais Alex Pereira, pour moi, il est en train d'éclater sa jambe avant. Vraiment, je me rappelle de tous les kicks, je me disais, ok, si ça continue comme ça va pas tenir longtemps. Et bon, bien sûr, c'est des suppositions, on peut pas le dire, mais en tout cas, j'ai senti un Alex Pereira qui était beaucoup mieux par rapport au premier combat et qui, à la fin, se précipite lorsque justement il va gagner. Donc ouais, je suis pas. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que moi, l'image que j'ai d'Israël Adesanya, c'est plus du tout celle qu'il y avait avec le premier combat contre Pereira, quoi. Plus du tout. Ouais. En tout cas, c'est ça le narratif dans tous les cas, le narratif de carrière sera pas ouf, tu vois. Tu seras un peu le 3e à battre Adesanya de suite. Alors certes, il a perdu 2 fois pour le titre, et ça pourrait un tout petit peu faire penser à le début du déclin de Tony Ferguson, où plus on va avancer, moins la victoire aura de valeur. Par contre, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de voir un Israël Adesanya qui prend le combat tant au sérieux, parce que ça va pouvoir un peu briser ce narratif pour 2 raisons déjà. Adesanya est assez gros favori dans ce combat pour les Côtes de Paris, à l'international y compris, et on voit qu'il se prépare bien. Donc une victoire de Imavov, par définition, ce sera une grosse prestation. Et c'est ça que je vais retenir aussi. Même mal compris. Ça m'étonne pas qu'il soit favori international, mais je me demandais si en France il était aussi. Ouais, c'est vrai qu'en France, tu voudrais donner la cote de Nassourdine moins intéressante qu'à l'international, mais donc dans les deux cas, Adesanya est favori, et pas d'un peu. Je pense que quand j'ai fait la vidéo avec Brian, on a fait des grands yeux puisque c'est genre 65-35, tu vois. Oui, je me rappelle. Mais du coup, bon voilà, c'était la première chose qui me venait en tête directement. C'était cette partie, c'est de se dire c'est un peu dommage parce que il fait une vraie guerre contre Dricus. C'est pas du tout un mauvais combat. C'est compliqué jusqu'à la fin. Donc et Dricus est le champion. Donc voilà, ça veut dire quelque chose. Donc c'est vrai que c'est pas un déclin comme tu le mentionnais. Enfin, tu dis bon bah voilà, on va vers une Tony Ferguson encore une fois. On peut pas encore parler de déclin. Maintenant, Imavov le problème, c'est que si Imavov le bat, c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que si Imavov le bat, on va le considérer comme un déclin déjà préexistant. Et en plus, comme Nassourdine n'est pas extrêmement connu à l'étranger, ça donne moins de poids à Israël. Ça donne plus de poids à la défaite d'Israël contre Imavov. Donc, admettons, si jamais il perd contre un Alex Pereira, bon, tu vas toujours dire, bon, bah, c'est Alex Pereira, tu vois. Mais si jamais tu perds contre quelqu'un qui n'a pas un aussi gros nom, j'ai l'impression que ça diminue encore. Enfin, ça aggrave un petit peu ta défaite, quoi. Voilà. En fait, dans ce cas-là, Tony Ferguson, c'est clairement comparable, tu vois. Tony Ferguson perd contre Justin Gaethje, bah, Justin Gaethje a fait une masterclass. Combat d'après, il perd contre Charles Oliveira. Charles Oliveira a abordé le combat de manière très stratégique. C'est Charles Oliveira qui après est allé chercher le titre, donc défaite qui vieillit bien. Et puis il prend Beneil Dariush, qui à ce moment-là était certes sur une belle série de victoires, comme Imavov, mais qui est très discret. C'est une super qui est très discret. Et après cette défaite contre Beneil Dariush, on commençait à entendre le mot déclin. Le mot déclin, on l'a pas entendu après la défaite contre Charles Oliveira. On a commencé à l'entendre après la défaite de Tony Ferguson contre Beneil Dariush. Et encore plus, là vraiment encore plus à la défaite d'après. Donc avec Beneil Dariush, on était encore en mode, ouais mais les gars, il n'y a pas de honte à perdre contre ces 3 noms-là, surtout que voilà. Après c'était Chandler, il a tenu tête, c'est la manière aussi. Hein. Et après c'est Chandler. C'était mort, c'est Chandler. Je sais pas si c'est Chandler juste après, mais c'est que Chandler.
Je crois qu'il y en a 7, donc peut-être que Chandler est le... Ouais, franchement, l'ordre est... Chapeau à ceux qui connaissent l'ordre par cœur. Moi, ça me fait tellement... T'as raison, Chandler après. Ouais. Et le pire, c'est Chandler, tu vois, dans le premier round, tu vois un peu qu'il est... Tu vois, t'as un peu ce brin d'espoir, là, et donc t'avais tous les fans qui étaient en mode non, mais un bon premier round et tout. Et puis, ouais, quand tu regardes sa carrière maintenant, c'est juste le brin d'espoir, et surtout la manière dont c'est Macao. Mais ma position, encore aujourd'hui, c'est Gaethje, Oliveira, Dariush, tous les trois, c'est une belle victoire contre Tony Ferguson. C'est à partir de Chandler où je dis, ok, il n'y a pas trop de valeur à... Oui, là, pour moi, Dariush, à ce moment-là, c'était déjà Dariush. Enfin, tu vois, c'était pas quelqu'un... Ouais, mais pour moi, Dariush fait une belle prestation. C'est pas Tony Ferguson en déclin. C'est Dariush qui fait une belle prestation. C'est ça. J'ai senti... Ouais, c'était ça la nuance qu'il fallait apporter. C'est que je pense que si on a une vraie guerre et un beau combat, Nassourdine aura tout le mérite et on dira pas qu'Israël sera en déclin. En fait, c'est ça. Limite, le pire, c'est qu'un Nassourdine surdomine et les gens disent, ouais, il a surdominé parce que l'autre, il est en déclin. En fait, si dans le combat, tu sens encore un Adesanya avec sa motivation, son niveau, sa lecture du jeu, son aisance, etc., et que Nassourdine va arracher cette victoire, ben, là, on parlera pas encore de déclin et la victoire aura beaucoup de valeur. Surtout pour ceux qui suivent de très près le sport et qui auront vu et qui auront fait la même analyse que nous. Ah, il a pris Whittaker, c'est vraiment pour se préparer au profil de Imavov, donc il prend le combat au sérieux. Donc voilà. Ça tombe bien, ça rejoint ce que je disais juste avant. C'est ça que je pensais, c'est que je pense que cette fois-ci, c'est pas la même motivation, dans le sens, le même type de motivation, pas la quantité. C'est-à-dire que quand Adesanya a perdu son dernier combat, il a dit lors d'une interview, faut que je retrouve les mots exacts, mais bon, ben voilà, maintenant, je veux battre pour faire que des combats incroyables avec des money fights, etc. Et le titre, il n'intéresse plus autant. Ouais, bah, il avait dit de manière un peu plus intense et motivante. Je trouve si je dis pas de bêtises, il a dit, je m'en fous de la ceinture, maintenant je suis là pour arracher des têtes. C'est ça, voilà, c'est ça. Et il voulait des combats, il voulait apporter moi qui voulais, c'est pour arracher des têtes. Donc, la motivation pour moi, d'Adesanya, c'est justement ça, c'est que quand t'as une legacy, pardon, désolé encore des mots qu'on utilise, du jargon qui est utilisé chez les Américains. Comment tu le traduis Héritage. L'héritage. Ouais, mais tu vois, ouais, c'est pas pareil. Mais bon, c'est une legacy. Voilà. Ouais, c'est un héritage, c'est comme ça que ça se traduit. On essaye de faire des efforts pour utiliser moins d'anglicisme. Donc, quand tu as ça, tu peux te dire, ok, tu as peur de ternir ton image. T'as peur de faire une faire. Oh, c'est horrible qu'on utilise Tony pour ça. C'est vraiment triste. C'est devenu vraiment le symbole de ce truc-là, quoi. Prends BJ Penn alors. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais bon, c'est plus dans les têtes en ce moment et plus émotionnel quand on voit parce qu'il continue de combattre encore maintenant. Donc pour moi, c'est ça, c'est que tu te dis, t'as pas envie d'avoir été un champion ultra dominant avec des combats incroyables pour que ensuite tu te dises voilà, bah je suis sur une série de défaites et c'est compliqué. Donc pour moi, la motivation qu'il a est plus une peur de ternir son héritage que réellement une envie de conquérir le monde et de se dire que tout est encore possible. Voilà, c'est plutôt ça que je sens. Ouais, j'aime bien l'analyse et le mot peur, tu l'avais utilisé pour Paul Dana, pour McGregor, pour Doumbé. Donc, ça peut être un élément, un très bon driver. De nouveau anglais, mais les gens ont compris. Ça peut être un très bon driver, un très bon élément motivationnel qui va le pousser à bien se préparer. Donc, ouais, moi, je pense vraiment que là, on va avoir la bonne version de Adesanya, on va avoir la bonne version de Imavov. C'est le combat de sa vie. À cet instant de sa carrière. Et donc, je crois que ça va nous offrir un très beau main event. J'ai très hâte de l'analyser, très, très hâte de le voir. Encore une dernière petite chose par rapport à cet élément peur. Il y avait une étude qui était très, très intéressante sur la prise de risque et la possibilité de devenir quelqu'un, d'être successful, pardon encore, c'est pas possible. Une personne à succès. Une personne à succès, voilà. Et en fait, l'ego joue un rôle assez important. Donc, par exemple, la peur d'être ridicule. Par exemple, beaucoup de gens qui vont à la salle de sport pour devenir plus musclés, c'est souvent après une rupture.
Et c'est c'est souvent après une rupture. Donc parce que tu dis voilà, j'ai vraiment envie de montrer que je suis voilà avec l'ego. Mais aussi dans tout ce qui est financier, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'investir, plus parce qu'ils se focalisent sur une peur bloquante que sur la possibilité de réussir. Donc en fait, ça c'est trop haut. Et il y en a qui sont ah voilà, je savais pas que ça te concernait. Mais du coup, c'est ça, c'est que tu as des peurs qui sont bloquantes et il y en a qui vont se dire bon bah j'ai peur de rester tout le temps à la même place ou d'être mal considéré, etc. Et ça te motive parfois même plus que l'appât du gain que tu pourras avoir, par exemple la ceinture, tu vois. Ouais, et c'est super intéressant parce que j'ai pas envie parce que ce serait une trop grosse parenthèse, on en parlera peut-être en aparté, mais c'est ce que Alex Hormozy dit tout le temps, met tout le temps en avant. Je sais pas si j'imagine que tu vois qui c'est, Ouais. mais voilà, il dit pour réussir dans le business, la meilleure qualité que tu puisses avoir, c'est d'être fearless. Désolé, là, je le dis en anglais, mais c'est d'être sans crainte, sans peur, et je pense qu'il a raison là-dessus. T'as parlé de aller à la salle. Ouais. Live Healthy, on est affilié. On se retrouve juste après. Cela faisait des années que je cherchais des protéines sans ingrédients inutiles et malsains. Je suis tombé sur la marque Norcode sur le site livehealthy.com et j'ai décidé de m'affilier à eux. La whey protéine goût naturel de Norcode n'a qu'un seul ingrédient. Protéines de lactosérum provenant de vaches nourries exclusivement à l'herbe. On a 80 grammes de protéines de qualité au 100 grammes, quasi aucun gras et très peu de sucre. Leur marque est testée en laboratoire tiers, encore un argument de force. Leur créatine est également incroyable, de même que leur collagène. Depuis que j'ai découvert cette marque, je ne jure que par Live Healthy pour mes compléments alimentaires. LiveHealthy.com regroupe d'autres marques de haute qualité, avec aussi du café, des adaptogènes, des marques de biohacking qui ont une excellente réputation. Allez faire un tour avec notre lien en description et profitez de 5% de réduction sur chacune de vos commandes avec notre code promo FightMinds. Soutenez notre chaîne en faisant le plein de compléments sûrs et efficaces. On avait dit qu'on terminerait sur une note positive pour le PFL. Ouais. On va terminer sur une note positive pour le PFL. On sait qu'on les critique souvent, mais on insiste toujours sur le fait que quand il y a du positif, on va dire du positif. Il y a une restructuration. Félicitations à toi, John. T'as déjà, c'était quoi les prédictions culottées? T'en as déjà une qui est bonne, hein, parce que t'avais dit de grosses restructurations, et là c'est quand même assez gros. Hein. T'as le nom PFL avec le mot ligue dedans et il y a plus de ligue, il y a plus que des tournois. Don Davis a fait un tweet aujourd'hui qui était assez clair. Clarifier. Il a montré ses propos. Il a pas clarifié, il a toujours pas clarifié cette terminologie de select feature title bouts. Donc ça c'est toujours flou pour moi. Par contre, il a mis un visuel avec voilà le format tournoi. Maintenant, on a bien la confirmation que chaque tournoi sera avec 8 participants, donc ça commence en quart de finale. On sait que les quarts de finale, ce sera réparti sur 4 événements en avril. Les demi-finales seront réparties sur 3 événements en juin. Et les finales seront également réparties sur 3 événements, je pense, ou 2 événements en août. Pas trop d'importance sur 4-3, peu importe. Mais donc c'est avril, juin, août. Ça veut dire 3 combats sur presque 5 mois, un peu moins de 5 mois. Donc il y a de l'activité. Et comme ça finit en août, ça laisse suggérer que la spéculation que j'avais faite, et je pense que Ariel Elwani avait faite, que les vainqueurs des tournois auront un title shot dans cette nouvelle PFL Champ Series, probablement en novembre-décembre. Et on va vers une simplification. C'est pas encore le système le plus simple parce que tu vas devoir jongler avec un système à l'UFC, un peu style UFC ladder, et puis un système tournoi où le vainqueur va probablement challenger le champion. Mais voilà, c'est beaucoup plus clair. Tu as les tournois régionaux, tu gagnes un tournoi régional, tu as potentiellement accès au tournoi international. Tu gagnes le tournoi international, tu as accès à ton title shot. T'es le champion, tu vas défendre 2 fois l'année potentiellement, une fois contre un autre contender et une fois contre un vainqueur de tournoi. Et d'un point de vue marketing, communication, ça va bien fonctionner. Tu auras le champion qui va devoir défendre contre quelqu'un qui a 3 victoires sur 5 mois. Tu pourras réutiliser les images et tout ce qui s'ensuit. Donc ouais, et d'un point de vue financier, c'est plus intéressant aussi pour le PFL, je trouve. Parce qu'au final, tu as toujours ce système de tournoi, toujours un vainqueur de tournoi. Sauf que tu as un tour de moins. Au lieu d'avoir des finalistes qui auront combattu 4 fois, tu auras des finalistes qui seront à leur 3e combat. Donc, je pense que d'un point de vue financier, ils vont récupérer un tout petit peu là-dessus aussi. Je crois quand même beaucoup, hein, si tu calcules avec les événements qu'ils doivent lui faire pour les 8e, etc. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Par contre, ils vont devoir compléter avec beaucoup plus de showcase fight, je pense. Pour la bonne et simple raison que tu dois alimenter ton ladder. Ton on va appeler ça un ranking, peu importe. Mais si tu veux avoir plus qu'un challenger à l'année au titre
PFL, tu dois avoir des showcase fights qui te créent des nouveaux contenders qui ne sont pas dans les tournois. C'est ça. Bah écoute, moi je trouve ça vraiment positif. Voilà, on va enfin dire quelque chose. Je crois qu'on va s'arrêter là sur cette partie pour pas rajouter quelque chose d'autre, mais vraiment je trouve ça positif. Moi je vois une vraie simplification et qui à mon avis a dû être quand même pas mal de réflexion en interne pour voir les tenants et les aboutissants. Mais je trouve que c'est beaucoup plus clair, surtout aussi avec cet aspect de ceinture que je trouve qui est vraiment beaucoup plus cool. Et ouais, moi félicitations. Voilà, c'est très bien. Continue comme ça pour ces créations. Voilà, il y a toujours des inquiétudes à avoir. C'est un peu le format Bellator, hein, finalement, c'est le Grand Prix du Bellator version tournoi. Il appelle World Tournament, je pense. Global Tournament, j'ai vite fait vu, mais j'ai oublié déjà. Clairement, dans ce genre de format, les blessures peuvent poser des problèmes, mais bon, après, ils essaient de compenser ça avec 2 combats alternatifs. J'imagine que les 2 combats alternatifs, s'il n'y a pas de blessure, ils font une demi-finale alternative, et donc tu as potentiellement un gars qui aurait aussi gagné 2 combats, qui pourrait se retrouver en finale en cas de blessure d'un des 2 vainqueurs de demi-finale. Donc, je crois qu'ils ont quand même des systèmes pour un tout petit peu amortir les potentiels problèmes que tu peux avoir dans un format de tournoi. Il y a les coups de coude qui ont été rajoutés. On a bel et bien l'info que Patricio Pitbull, ils l'ont libéré sans la moindre condition. Il peut donc signer à l'UFC malgré ses 37 ans. Voilà. Il y a des news positives pour le moment au niveau du PFL. On attend de voir évidemment ce qu'il en est de Corey Anderson, de Patchy Mix, etc. Mais à l'instant T, c'est positif. Ouais. Donc très bien, j'ai très hâte de voir la suite. Parce qu'il y a encore des news qui doivent tomber. Clarifier le PFL Champ Series, clarifier ce qu'il voulait dire par Select Title Feature Bout. Voilà, il y a encore des choses qui doivent se clarifier. Mais on rentre dans du concret. Et pour le moment, tout le concret qu'on entend, qu'on lit, c'est assez positif. Il y a encore des gens qui sont en mode faut arrêter d'innover. Tout le monde doit faire comme l'UFC. Et j'entends. Ariel Elwani l'a dit et je suis là, je fais ouais, en fait, pourquoi innover avec des tournois, ce genre de truc, alors que le format UFC fonctionne très bien. Mais je comprends la volonté de se différencier d'une manière. Et donc, on va voir les prochaines news par rapport au PFL. Très hâte de pouvoir couvrir ça. John, on a fait le tour. On a fait le tour. Merci à toi. À toutes. Ciao, ciao.